Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous à la une ce soir. Présidentielle guinéenne, Alpha Condé réélu avec 59,49 des voix. Annonce de la Commission électorale nationale indépendante. Des résultats contestés par l'opposition guinéenne. Certains Guinéens de Dakar également désapprouvent ces résultats. À quelques jours de la célébration du Maouloud, la cérémonie d'ouverture des symposiums consacrés au Gamou international de Medina Baye s'est tenue. La leçon inaugurale porte cette année sur la notion de Oumma dans la pensée du Cheikh Ibrahim Niass. Considération théorique et visée pragmatique. Rentrée des classes le 12 novembre, le SAEMS est en commission administrative. Le syndicat invite l'État à respecter le protocole d'accord et de mettre les moyens nécessaires pour faire face au coronavirus à l'école. Les 13 ministres maires sont attendus au tournant des élections locales prévues en 2021. Le débat est posé par le quotidien Libération et c'est l'article de la semaine. Voici pour le sommaire, tout de suite le développement. Bienvenue à tous. La CENI déclare le président sortant Alpha Condé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle avec 59,49 des suffrages valablement exprimés. Il obtient plus de 2,4 millions de votants. Électeurs ont donné. Il obtient plus de 2,4 millions de votants. La participation globale tourne autour de 78,88%, soit 4 267 594 votants sur les 5 410 089 inscrits. Cellou Dalein Diallo crédité de 33,50% selon la CENI. La Commission électorale nationale indépendante de la République de Guinée a annoncé ce samedi les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Ces résultats, avant même leur proclamation, ont été contestés par l'opposition, Cellou Dalein Diallo en l'occurrence, qui s'est déjà déclaré vainqueur, mais aussi par certains observateurs et membres de la CENI. Deux commissaires de cette commission se sont retirés des travaux de totalisation des résultats. Présidentielle guinéenne toujours, certains ressortissants du pays à Dakar désapprouvent les résultats provisoires du scrutin. Ces derniers contestent ces résultats et dénoncent le silence de la CEDEAO et de l'Union africaine. Un reportage de Halassane Niang. Nous sommes au marché au plus de Dakar, plus connu sous le nom de Sandinieri. Les ressortissants guinéens condamnent la décision de la CENI suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle guinéenne. C'est lui qui a gagné le présidentiel en Guinée. Voilà, il doit être le président. Nous on est avec lui. Voilà, jusqu'à la fin. Il va gagner. Il a gagné. C'est lui qui est le président. Voilà, on est derrière avec lui. Il n'a qu'à former son gouvernement pour le pays. Voilà, on est ensemble avec lui jusqu'à la fin. Même son de cloche pour cet homme qui lui regrette le silence du président de la République Macky Sall. Son massacre des populations guinéennes, mais vraiment, nous sommes fatigués et vraiment nous déplorons la décision de la CENI. Mais sachez que cette fois-ci, la population guinéenne ne va pas se laisser faire. Et franchement, le président Macky Sall doit se prononcer par rapport à la situation de la Guinée. Mais depuis le début des événements, il n'a rien dit. Il faut pour les interventions en Guinée. Ce jeune Guinéen, lui, dénonce le silence de la CEDEAO et celui de l'Union africaine qui, depuis les événements, n'ont rien fait pour la stabilité du pays. Le silence de CEDEAO, s'il y a des coups d'État militaires, ils vont dire que ça, c'est pas bon. Et le coup d'État constitutionnel, ça c'est un coup d'État. C'est le président qui est en train de faire des coups d'État. Ça, ce coup d'État constitutionnel, il calme seulement, il ne parle rien. Quand tu vois, par exemple, on parle en Guinée, mais quand tu vas à Côte d'Ivoire aussi, il y a combien de. Ils sont en train de bagarrer pour ça, pour le troisième mandat. Hein? Ça, c'est pas moi ce que je vois. Le CEDEAO, il doit impliquer pour parler, pour faire, par exemple, dire à Fakonde la réalité. Malgré un scrutin calme, la tension qui couvait depuis la modification de la Constitution en mars dernier a fini par jaillir.
La situation en Guinée interpelle également le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Dans un communiqué rendu public, le cadre exprime son inquiétude face à, je cite, aux menaces qui pèsent sur la stabilité politique et sociale. Fin de citation. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal redoute que la crise politique en Guinée, en Côte d'Ivoire, ainsi que les troubles notés au Nigeria et au Mali affectent notre pays. Le cadre de l'islam au Sénégal appelle ainsi, je cite, les autorités sénégalaises à déployer des efforts diplomatiques préventifs au sein des institutions permanentes comme la CEDEAO pour empêcher un embrasement qui nuirait durablement la stabilité de toute la région. Fin de citation. La cérémonie officielle des symposiums consacrés aux préparations du Gamou international de Medina Baye s'est tenue. Cette année, la leçon inaugurale est la notion de Oumma dans la pensée du Cheikh Ibrahim Niass. Considération théorique et visée pragmatique, une cérémonie présidée par Cheikh Mohamed Amin Ibrahim Niass, dit Baba Lamine Niass, le compte-rendu de Adam Assar. La maison des hôtes El Haji Abdoulaye Bayoro de Medina Baye a accueilli la cérémonie d'ouverture des symposiums consacrés aux préparatifs de la célébration de la naissance du prophète Mohammed paix salut sur lui. À cette occasion, la dimension internationale de Baye Niass a été revisitée. Cheikh Ibrahim Niass a fourni des efforts titanesques pour propager la foi islamique aux quatre coins du monde avec la détermination qu'on lui connaît, comme le citait notre cher Cheikh Mohamed Amin tantôt, malade, âgé, mais plein d'enthousiasme, je sers une religion qui ne connaît pas la guerre. Quand on lui demandait quelle était sa devise, il répondait, ma devise c'est de fournir tous les efforts possibles et se fier à Allah quant à l'issue de l'enjeu. Telle fut sa devise. Ce principe, il l'appliqua dans la da'wa, la mission qui fut sienne pendant plus d'une moitié de siècle. L'apport du fondateur de la Faïda Tidjane dans la Oumma islamique est considérable. Même les érudits qui appartiennent à d'autres écoles le reconnaissent. Son succès fut éclatant et même attesté par ceux-là qui ne se réclament guère de son école, comme Louis Mangin, qui était le directeur du bureau des affaires musulmanes pendant la période coloniale. Il écrit dans une note du 19 mai 1954, Cheikh Ibrahim Niass est en train de rassembler derrière lui les musulmans de tout l'Ouest africain, qu'il s'agisse de nouveaux convertis de la zone forestière et côtière, Nigeria, du Sud-Ouest, Gold Coast, et demain, d'après certains indices, la Côte d'Ivoire. Le porte-parole du Khalif de Medina Baye appelle les fidèles à respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. Tout le monde sait que la célébration de la nuit de naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui est coïncidée cette année par la pandémie de Covid-19. C'est pourquoi le Khalif a insisté pour que les recommandations des autorités sanitaires soient respectées. Célébrer la nuit de naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui vaut plus qu'on peut imaginer. Et cela, Maulana Cheikh Ibrahim Niass l'a bien compris. La notion de Oumma dans la pensée de Cheikh Ibrahim Niass, considération théorique et visée pragmatique, est la leçon inaugurale. Un thème passé au peigne fin par d'éminents experts. Les acteurs du port autonome de Dakar envisagent une grève de 72 heures. Ils déplorent les nombreux problèmes au port, selon eux, entre autres les contraintes au rang, les frais de magasinage qu'ils jugent exorbitants. Ils demandent à l'État d'agir au plus vite. Le compte-rendu de leur point de presse, Boubacar Dia. Après de longues minutes de concertation, ils décident enfin de lâcher le mot. Que les contraintes que les commerçants accusent au niveau du port et qui sont liées à une surfacturation des frais de surestarie, surfacturation des frais de détention et autres services facturés et qui ne correspondent pas à des services rendus, l'ensemble de ces pratiques ont atteint un niveau insoutenable et insupportable. Au vu de ces difficultés dans leur métier,
Ils décident alors d'aller en grève. Après discussion et concertation, nous avons décidé de dérouler un plan d'action qui va démarrer le mercredi dans une première étape pour une grève de 72 heures, à l'issue de laquelle nous allons nous retrouver, évaluer la situation pour engager d'autres étapes. Ces acteurs portuaires composés de transitaires, commerçants et transporteurs souhaitent la résolution de leurs problèmes dans les plus brefs délais. Coronavirus à présent, il y a 18 nouvelles contaminations ce jour sur un total de 937 tests réalisés. Aucun décès enregistré, 4 malades sont en service de réanimation et 79 patients sont déclarés guéris. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS, est en commission administrative pour préparer la rentrée des classes prévue le 12 novembre. Le syndicat a choisi comme thématique le système éducatif sénégalais à l'épreuve de la pandémie à coronavirus. Enjeux et défis, ils appellent l'État à respecter le protocole d'accord signé et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation du virus à l'école. Le compte-rendu est signé Aminata Ba. Cette commission administrative du syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire a été l'occasion pour le syndicat de revenir sur certaines revendications. Respectant bien entendu le protocole d'accord signé depuis le 30 avril 2018 et dans lequel protocole il y a des questions qui subsistent encore. C'est la question du système de rémunération des agents de l'État et nous savons très bien que le rapport est sur la table de M. le Président de la République. Il y a les questions qui concernent les mises en position des stages pour lesquels jusqu'à présent l'enseignement supérieur ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'on fera pour ces mises en position des stages. Le protocole sanitaire doit être revu. Et tout ce qu'il y avait comme moyen pour encadrer la reprise du 25, je crois que le gouvernement est conscient que ces moyens-là doivent être multipliés par N parce qu'il s'agira cette fois-ci d'encadrer un nombre beaucoup plus important d'élèves. Le secrétaire général du SAEMS est sceptique face à l'efficacité du concept Ubitei Jangtei. Pour cette année, la particularité du Ubitei Jangtei, c'est qu'il ne s'agira pas tout simplement d'ouvrir pour que les élèves viennent et que les parents, que les enseignants viennent. Non, il y a un dispositif sanitaire qu'il va falloir mettre en place d'abord. Et comme je l'ai dit, ce dispositif mérite d'être révisé, il mérite d'être davantage soutenu par tous les acteurs, que sont le gouvernement du Sénégal et les collectivités locales. Parce que comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, mais ceux qui encadrent quelques 551 000 élèves n'encadrent pas 4 millions d'élèves. Le SAEMS pense que les écoles peuvent ouvrir leurs portes en novembre. Ses membres suggèrent à tous les enseignants d'être solidaires pour renforcer le niveau des élèves en classe intermédiaire au début de l'année scolaire pour qu'ils puissent rattraper le temps perdu. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal se démarque des industriels et appelle le président de la République à suspendre la signature de licences de pêche. Les pêcheurs artisanaux déplorent aussi l'immigration clandestine des pêcheurs due à la rareté du poisson. L'UNAPAS était en assemblée générale extraordinaire à Rufisque pour aborder les difficultés dans leur secteur. Le vice-président Samba Thiam est au micro de Babacar. Il y a une surcapture de la pêche industrielle ici au Sénégal. Les bateaux agonisent notre secteur d'activité, cause pour laquelle il y a eu la renaissance de l'immigration clandestine. Vu qu'on commence à perdre nos enfants qui vont de l'autre côté pour enrichir les pays toubab, et qu'en ce moment notre secteur d'activité agonise à cause de manque de personnel, et que actuellement notre économie commence à agoniser aussi, vu qu'un pays qui se sépare de sa jeunesse perd 50% de ses chances de réussite dans l'avenir, l'UNAPAS lance un cri de cœur à l'autorité et fait savoir au chef de l'État, M. Macky Sall, son Excellence, que nous n'avons aucun problème personnel avec qui que ce soit. L'UNAPAS est une entité autonome et indépendante, agissant uniquement pour le développement de l'économie du Sénégal, par la pêche artisanale, qui est un maillon intéressant dans le développement économique de ce pays. Et nous demandons au chef de l'État, M. Macky Sall,
l'UNAPAS vous demande de donner des consignes, s'il vous plaît, Monsieur le Président, à votre ministre de tutelle, Alioune Ndoye, qui est le ministre de l'économie maritime, qu'il arrête de signer des licences de pêche. Actuellement, le pays n'en a pas besoin, dans la mesure où on n'a même pas de ressources. Le regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umrah au Sénégal a reçu 177 500 000 dans le cadre du financement du crédit hôtelier et touristique aux acteurs de la chaîne de valeur touristique. Ce secteur, comme vous le savez, est fortement touché par la crise sanitaire. Ainsi, le Rénofus va se tourner vers le tourisme religieux local, selon Adja Oreicham Prera, porte la charge de la communication du regroupement. Elle est interrogée par Babacar Seck. Parce que nous, avant, ce qu'on faisait, c'était amener des gens en dehors du Sénégal pour qu'ils fassent le Hajj et la Umrah et à la limite la Ziara de Fès. Maintenant, depuis l'avènement de la Covid-19 et avec le démarrage de ce partenariat et aussi avec la nouvelle dynamique impulsée par le ministère du Tourisme, quand même avec la promotion interne du Sénégal, la promotion de la destination Sénégal aujourd'hui, tout le monde a vu combien la destination Sénégal est en train d'être promue, surtout en interne pour le tourisme local. Nous sommes des partenaires aujourd'hui qui avons envie d'accompagner cette dynamique, d'aller à la découverte de ces foyers religieux, d'aller à la découverte de ces sites touristiques. Aujourd'hui, le fort de Mabadjahou, aujourd'hui, on parle de Bandiagara, on parle de Sokone, on parle de Touba, on parle de Tivaouane. Le chef de l'État a beaucoup fait avec la promotion, la construction de réceptifs dans les cités religieuses. Nous, en contrepartie, est-ce qu'on utilise suffisamment ces concepts-là? Est-ce qu'on les vend suffisamment? Est-ce qu'on les propose suffisamment à nos enfants? Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de pistes qui s'ouvrent et ensemble, nous allons continuer la réflexion, nous allons continuer le partenariat pour pouvoir le développer. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, jusqu'au fin fond du Fouta, jusqu'au fin fond de la Falémé, il y a énormément de choses à promouvoir et nous sommes prêts à travailler avec l'État dans cette dynamique. Et la tournée de l'OMVG a pris fin au poste de Tanaf à Sédhiou avec une visite de chantier qui a permis aux responsables de l'OMVG de revenir sur un aspect important du projet énergie. Il s'agit de AGR ou activité génératrice de revenus, une méthode pour venir en appoint aux populations impactées, les femmes notamment, Cheikh Gueye et Abdourahmandi. Tanaf à Sédhiou, localité où est implanté le poste éponyme, le décor est identique à ceux des postes visités. Une évolution fulgurante des travaux, même si le taux d'exécution est moins important ici qu'ailleurs, 70%. C'est juste par rapport les autres postes ont démarré en premier, donc on démarré quelques mois après. Le poste de Tanaf et le poste de Kédougou ont démarré en dernier lieu. C'est pour ça cet avancement, que les autres postes sont un peu en avance par rapport à ici. Et ici, c'est le sud, il pleut beaucoup. Donc avec l'hivernage, ça a un peu retardé les travaux et surtout avec le Covid. Donc c'est juste ça. Mais Inch'Allah, au premier trimestre de l'année 2021, Inch'Allah, on aura à livrer ce poste. Cela a d'ailleurs été la préoccupation du maire de la commune de Simbandine Brasso, rassuré par ces mots. Mais le préfet, lui, a une autre inquiétude. Il dit n'avoir aucunement vu la présence des entreprises sous-traitantes de la zone durant la période de la pandémie de coronavirus. Les questions de RSE, les responsabilités sociétales des entreprises, est quelque chose à améliorer, pour ne pas dire à créer. Parce que véritablement, nous avons quand même eu à émettre des sollicitations, surtout dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, où les populations avaient besoin d'appui de tous bords, parce que vous comprenez qu'il y a eu beaucoup de difficultés, d'abord par rapport à la maladie, mais également par rapport aux activités sociales et économiques qui ont fait que les gens ont été impactés à plusieurs niveaux. Même si ce n'est pas une obligation pour l'entreprise de le faire, elle rassure à travers son personnel. Par contre, ce qui est un impératif dans ce projet de l'OMVG, ce sont les AGR ou activités génératrices de revenus. Que le projet a initié pour appuyer d'abord les femmes. Les femmes, ce sont les épouses et les filles des personnes qui ont été affectées par le projet.
mais également aussi dans le cadre de cette localité où nous sommes. Nous avons mis à la disposition de personnes qui ont été impactées 5 hectares sur les 9 hectares qui ont été pris pour les besoins de ce poste. Et donc ces populations seront appuyées pour leur permettre de faire leurs activités, de mener des activités économiques qui pourraient les aider un peu, disons, à retrouver leur source de revenus. Quoi qu'il en soit, ce projet va participer à faire baisser le vol de bétail qui sévit dans la zone, en croire le maire de Simbandine Brasso. Et l'électrification, comme je l'ai dit tantôt, ça permet à un peu amoindrir le phénomène de vol de bétail. Mais tous les villages qui sont le long de la frontière ne sont pas électrifiés. Et donc, je dis que, alhamdulillah. Autrement dit, l'insécurité est grandissante dans la zone. C'est un des dossiers qui nous empêche de dormir, à dire vrai, parce que nous sommes dans une zone frontalière et véritablement le vol de bétail est très développé. À certains moments de l'année, touchons du bois, en tout cas au moment où nous sommes, il y a une certaine baisse. Mais ça, c'est souvent pour quelque temps, surtout à l'approche de certains événements comme la Tabaski. Là, on note une recrudescence véritablement du vol de bétail. Mais également, comme j'ai l'habitude de le dire, le maillage sécuritaire également doit être renforcé. Sur les 19 villages de la commune de Simbandine Brasso, seuls 4 sont électrifiés. Ici comme ailleurs, les populations ont manifesté leur intérêt à que ce projet arrive à terme, notamment celles qui vivent dans les localités éloignées. Abdourahmane Ly, on reste à Sédhiou. Le village de Bloc est environ bientôt doté d'un poste de santé. Le coût de l'infrastructure est estimé à 60 millions de francs CFA. Ce geste est d'un immigré originaire de la localité. La cérémonie de pose de première pierre a été une occasion pour les intervenants de magnifier l'apport du promoteur au développement de son terroir et d'inviter les autorités étatiques à jouer leur partition pour accompagner cette initiative. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba. Dès les premières heures de la matinée, elles ont pris d'assaut le site devant abriter le poste de santé. Elles, ce sont des populations du village de Bloc et environ, venues prendre part à la cérémonie de pose de première pierre d'une infrastructure sanitaire dont le promoteur Ismaïla Diété est un émigré natif de cette localité où l'accès à certains services de soins reste difficile, témoigne Richard Ntab. Bloc est le village le plus grand en termes de population de la commune de Djendé. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce problème de poste de santé. Quand une personne tombe malade, il faut se déplacer jusqu'à Sédhiou, à 15 ou 18 km d'ici. La nuit, c'est un peu difficile. Donc aujourd'hui, si nous parvenons à avoir un poste de santé fonctionnel, chez nous, ça va rendre les choses vraiment très faciles. Le porte-parole des populations du village de Bloc a invité les élus à plaider en leur faveur auprès des autorités administratives et sanitaires qui ont brillé par leur absence à cette cérémonie. Les autorités qui étaient ici là vont nous aider à aller faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes afin qu'ils puissent nous l'équiper en personnel et en médicaments pour que le poste de santé puisse être opérationnel. Au nom des maires de Koussi et de Djendé, Cyril Deki a hautement magnifié ce geste qui, selon lui, est un bel exemple de citoyenneté qui doit faire tache d'huile. Ismaïla Diété, c'est quelqu'un de bien, un homme de développement. Il a pensé à la communauté, il a investi ça dans un des plus grands domaines qui tire, c'est le ciment. Le premier adjoint au maire de Djendé promet un accompagnement de l'équipe municipale pour relever le plateau médical d'une structure qui répond à l'attente des populations. Les travaux de réalisation de ce poste de santé vont durer 1 an et l'infrastructure comporte des logements du personnel, une maternité et un restaurant. Enfin, la cérémonie de lancement des travaux qui a démarré par des prières s'est terminée dans une ambiance festive qui en dit long sur les sentiments de satisfaction des bénéficiaires. Et retour à Dakar, la commune de Ndiarème Limamoulaye se dote d'une maison inclusive, une première dans la banlieue. Les personnes en situation de handicap se réjouissent de l'ouvrage. Mamadou Lamine Fati. Une maison inclusive, un souhait qui se réalise pour les personnes vivant avec un handicap dans la commune de Ndiarème Limamoulaye. Nous sommes dans ce qu'on appelle la phase d'inclusion. Cette phase d'inclusion ne peut pas se matérialiser concrètement
s'il n'y a pas d'infrastructure, de réceptacle qui puisse prendre en charge les préoccupations de ces personnes. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé, à côté de la maison de la femme, à côté de la maison de la sage-femme, à côté des écoles que nous sommes en train de construire, qu'il fallait également construire ce joyau qui a été conçu par eux et pour eux, et surtout en présence des ayants droit qui sont les propriétaires légitimes et qui vont nous faire de la place parce que l'inclusion n'exclut personne. Une maison dans laquelle la formation et le rayonnement de l'information seront au cœur des activités. Une maison joue le rôle d'abri d'abord, joue le rôle de formation, d'éducation. Nous allons éduquer, nous allons nous éduquer et nous allons éduquer. Éduquer, c'est quoi? Éduquer, par exemple, une personne en situation de handicap n'a plus le droit de croiser les bras et de dire que je suis handicapé. N'a plus ce droit. Une personne non handicapée aussi ne doit plus regarder une personne en situation de dire tu es handicapé, tu ne peux pas, tu ne dois pas participer. À travers cette maison, on va parler avec nous-mêmes, on va parler avec les autres. Ce sera une maison pour les personnes en situation de handicap et les personnes valides. N'est-ce pas? À partir de là, on pourra dire que l'inclusion est possible, quoi. La conseillère spéciale du président de la République se réjouit de l'initiative. Aïssatou Cissé invite les autres communes à imiter la commune de Ndiarème Limamoulaye. C'est un immense honneur pour moi et pour le président Macky Sall d'abord d'accompagner cette initiative. Cette initiative est un effet de boule de neige qu'on aimerait que toutes les communes adoptent. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et c'est un devoir même du président d'accompagner et moi personnellement en tant que conseiller spécial et aussi administratrice du Centre de développement solidaire et inclusif d'accompagner les initiatives qui vont s'y dérouler et aussi d'équiper cette maison. Avec cette maison inclusive toute neuve, les personnes vivant avec un handicap auront un cadre d'épanouissement et de renforcement de leurs capacités. Retenez bien le chiffre, ils sont 13 ministres-maires qui attendent impatiemment les élections locales fixées pour le moment en 2021. Vont-ils rempiler? Libération pose le débat sous la plume de notre confrère Gaston Mansali qui a signé le dossier intitulé Élections locales. Ces 13 ministres-maires attendus au tournant. El Hadj Malick Cissé et Cheikh Diop signent l'article de la semaine. Au total, ils sont 13 ministres-maires très impatients de savoir déjà le sort qui leur est réservé. Et oui, les élections locales arrivent à grands pas. Ils sont au nombre de 13 déjà de Boki Dialoubé avec Abdoulaye Daouda Diallo. Il y a le ministre de l'Intérieur Ali Ngundia, il y a Maître Omar Youm, Omar Gueye, Abdoulaye Diouf Sarr, Mariama Sarr. Ils sont en tout pour tout 13 ministres aujourd'hui dans le gouvernement de Macky Sall, en même temps maire de commune. On se dirige vers les élections locales. Est-ce qu'ils vont bénéficier encore de la même confiance de leur population qu'ils ont eu déjà il y a 6 ans aujourd'hui, depuis 2014? Alors j'ai posé la question, j'ai posé le débat sur la table et maintenant c'est à eux de réaliser le challenge qui leur est attendu. Un challenge que mon confrère de Libération tente de s'expliquer. Le challenge aujourd'hui pour certains, effectivement, pour que l'APR et le Benno Bokk Yakaar puissent être au devant de la scène, il faut que d'abord eux, étant ministres avec un portefeuille dans le gouvernement, puissent au moins remplir lors des élections locales prochaines. À défaut, c'est tout un problème. Parce que s'il y a un autre mandat en cours, c'est que ça va être compliqué pour le président de la République. À Saint-Louis, par exemple, le maire Mansour Faye est par ailleurs ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, va devoir batailler ferme. Autrement dit, c'est un scrutin à risque dans la capitale du Nord. Ça, c'est une analyse personnelle. Alors, Mansour Faye, aujourd'hui, effectivement, même pour arriver à la tête de la mairie de Saint-Louis en 2014, ça a été très compliqué. On se rappelle bien, il a fallu au moins un recours qui est en justice pour qu'il puisse arriver à la tête. Parce qu'Ahmed Fall Baraya, déjà à l'époque candidat du Parti démocratique sénégalais et le PDS, avait déclaré haut et fort que c'était lui qui était le gagnant de ces locales-là. Finalement, ils sont partis en justice et la justice a donné raison à Mansour Faye. Mais aujourd'hui,
après 6 ans à la tête de la mairie de Saint-Louis, après tous les scandales aujourd'hui, supposés vrais ou faux, déjà qui le poursuivent, il va être très compliqué pour lui et très difficile. Il sera très difficile pour lui pour qu'il puisse remplir à la tête de la mairie de Saint-Louis. D'autant plus que quelque part, il y a Marie Théoniane qui se signale. On ne sait pas s'il va être candidat ou pas, mais en quelque sorte, il va être candidat. Dakar sera sûrement l'attraction. Les enjeux sont énormes pour la coalition Benno Bokk Yakaar, plus particulièrement le parti au pouvoir, l'APR, qui veut coûte que coûte contrôler la capitale. Le parti au pouvoir doit vraiment batailler. Le parti au pouvoir ou la coalition Benno Bokk Yakaar doit batailler ferme au moins pour remporter au moins quelques mairies principales déjà du pays. Parce qu'à Dakar c'est clair, ils sont minoritaires à Dakar. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des maires qui ont regagné, dont Moussa Sy, dont le maire Jean-Baptiste Diouf, déjà des maires qui avaient gagné ces localités à Dakar avec la coalition Taxawu Dakar, avec Khalifa Sall. Ils sont aujourd'hui du côté du pouvoir, mais il n'est pas dit que les militants sont partis avec eux. Donc à Dakar, c'est un enjeu capital pour le président de la République. Les élections locales, enjeu capital pour le président de la République. Toutefois, des ministres-maires sûrs de rempiler, il y en a évidemment, mais d'autres sont toujours dans le doute. Compréhensible, me diriez-vous? Oui, ils sont menacés. Fin de cette édition. Merci de choisir ITV pour vous informer. Je vous retrouve demain à 19h45. Bien sûr, retrouvez Hassan Gueye tout de suite pour la suite de la semaine consacrée à la Guinée. Bonne soirée.